Vous vous arrêtez devant un château de la Loire. Vous admirez les tours, les grandes salles, les murs de pierre qui ont traversé les siècles. Vous pensez « quelle vie magnifique, quelle élégance, quel privilège d'avoir vécu ici ». Mais voici la question qui me hante depuis des années. Si ces châteaux étaient si glorieux, pourquoi les registres paroissiaux du XIIe au XVIIIe siècle montrent-ils une espérance de vie à la naissance d'à peine 30 à 35 ans? Si c'était le paradis. Pourquoi même les nobles les mieux nourris, les mieux protégés, perdaient-ils la moitié de leurs enfants avant l'âge de 5 ans? Un enfant sur 2 n'atteignait pas ces 5 ans. Voici le nuance que l'histoire populaire oublie toujours. Cette moyenne était tirée vers le bas par une mortalité infantile massive. Un noble qui survivait à son enfance pouvait espérer vivre jusqu'à 50, 60 ans, parfois plus. Éléonore d'Aquitaine est morte à 82 ans. Mais ces exceptions n'effaçaient pas la règle. Et la vie quotidienne, pour tous, sans exception, était un combat permanent. Le château n'était pas un palais, c'était un piège lent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que les guides touristiques cachent soigneusement. Mais avant de plonger dans ces réalités glaçantes, dites-moi dans les commentaires, vous regardez depuis où? France, Québec, Belgique, Suisse, Maroc, Sénégal ou ailleurs dans la francophonie? Écrivez votre pays et votre ville si vous voulez. Je lis absolument tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si vous aimez ce genre de vérité historique qui dérange, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allez, on y va. Le premier ennemi, celui que vous ressentiriez dès la première nuit. Froid dans un château médiéval n'était pas un inconfort. C'était une menace permanente et quotidienne. Voici ce que les architectes ne vous disent pas. La pierre calcaire, aussi belle soit-elle, ne stocke pas la chaleur. Elle stocke le froid. En janvier, dans les pièces non chauffées ou éloignées des rares cheminées, la température intérieure descendait régulièrement entre 5 et 10 degrés Celsius. Dans les couloirs, les escaliers, les greniers où dormaient les domestiques, elle frôlait zéro. On voyait son souffle dans sa propre chambre, chaque matin. Voici ce qui me fascine le plus dans ce détail. Une seule cheminée, dans une salle de 20 mètres sur 20, ne chauffait efficacement qu'un rayon de 2 mètres autour du foyer. Au-delà, la chaleur se dissipait dans le volume immense de la pièce, absorbée par les murs froids. Les nobles qui occupaient les appartements centraux survivaient mieux. Ceux des ailes extérieures souffraient presque autant que leurs domestiques. Car les domestiques, eux, partageaient une seule cheminée pour 20 personnes, souvent dans la cuisine, la seule pièce où le feu brûlait toute la nuit. Ils dormaient sur des paillasses au sol, entassés les uns contre les autres. Ce n'était pas de la promiscuité. C'était de la survie thermique élémentaire. Nos murs isolés, nos doubles vitrages, nos thermostats programmables. Nous avons simplement externalisé ce que les châtelains géraient manuellement, au bois, au feu, au sacrifice quotidien, sans aucune garantie. Mais le froid n'était que le premier problème. Venait ensuite quelque chose de plus insidieux et de plus mal compris. Je montre dis menu, le froid, le voublème au genou et les supernels dromielm. Ne supernel discovidéchase, nous meum curqueleux, et tollement mansera, elle est en ester et en du plus ouec. M'en avec lumien, le venait ensuite quelque chose de plus insidieux. L'hygiène dans un château médiéval est peut-être le sujet le plus mal compris de toute l'histoire populaire. On entend souvent dire que les gens du Moyen Âge ne se lavaient jamais. C'est faux. Et cette inexactitude cache la vraie histoire, qui est bien plus intéressante. Au XIIe et XIIIe siècle, Paris comptait une trentaine d'étuves publiques, des bains chauffés fréquentés régulièrement par toutes les classes sociales. Les nobles disposaient de cuves en bois dans leurs appartements. Le lavage quotidien du visage, des mains, des parties du corps exposées était une pratique courante, décrite dans les manuels de bonne conduite de l'époque. Alors, où était le problème?
Le bain complet. Un bain chaud nécessitait que des domestiques montent 50, parfois 100 seaux d'eau depuis les cuisines, les fassent chauffer sur des feux distincts, les transportent à l'étage sans les renverser et remplissent une cuve en bois qui demandait 2 hommes pour être déplacée. En hiver, cette eau refroidissait en quelques minutes dans une chambre non chauffée. Voici ce qui me fascine le plus. À partir du XVIe siècle, une idée extraordinaire s'est répandue dans les cercles médicaux français. L'idée que l'eau chaude ouvrait les pores de la peau et laissait entrer la maladie. Que se baigner trop souvent était dangereux pour la santé. Louis XIV lui-même, selon les mémoires de ses courtisans, prenait un bain complet très rarement, compensant par des parfums coûteux et des changements de linge fréquents. Les vêtements restaient portés des semaines sans être lavés. Les parfums, rose, lavande, ambre gris, n'étaient pas du luxe, ils étaient de la nécessité olfactive. Un noble bien né ne sentait pas la propreté, il sentait les fleurs, masquant quelque chose de bien moins agréable en dessous. Notre eau chaude à volonté, nos douches quotidiennes, notre linge propre. Nous avons résolu en 30 secondes ce que le plus grand château de France ne pouvait pas résoudre en une journée entière. L'hygiène était individuelle. Le troisième problème, lui, était collectif. Et il tuait par milliers. Dans un château médiéval, vous n'étiez jamais seul. Jamais. Dans les murs de pierre, sous les planchers de bois, dans les greniers, dans les caves, des centaines de colocataires non invités, permanents. Les estimations des archéologues médiévaux suggèrent qu'un château de taille moyenne hébergeait entre 500 et 1000 rats en permanence. Attirés par les réserves de grains, de viande séchée, de fromage, impossible à éradiquer complètement avec les moyens de l'époque. Mais les rats n'étaient pas seuls. Les puces, les poux, les punaises de lit infestaient les matelas, les tapisseries, les vêtements. Dans les chambres humides, des moisissures noires sur les murs de pierre suintantes. Voici ce qui me fascine le plus dans ce détail précis. Ces rideaux épais qui entouraient les lits médiévaux. Ces baldaquins dont nous admirons l'élégance dans les musées n'étaient pas principalement décoratifs. Ils créaient une barrière physique, contre les insectes, contre les rongeurs qui circulaient librement la nuit dans les chambres. Fermer ces rideaux de lit n'était pas un geste de confort, c'était un geste de protection. En 1347, la peste noire entre en France, propagée par les puces, portée par les rats, mais aussi par les poux humains, de personne à personne, selon les recherches les plus récentes. Elle tue entre 30 et 40% de la population française. Les châteaux, avec leur concentration de personnes et leurs réserves alimentaires qui attiraient les rongeurs, étaient des environnements idéaux pour la transmission. Le titre de noblesse ne repoussait pas la vermine. Le quatrième problème était dans l'assiette. Et il était quotidien. Sans réfrigération, conserver les aliments relevait d'une science impitoyable. La viande abattue en octobre devait durer jusqu'au printemps. La solution universelle? Le sel. Des quantités massives de sel. Un paysan français médiéval consommait entre 20 et 40 grammes de sel par jour, contre 5 grammes recommandés aujourd'hui. Non pas par choix, mais par nécessité absolue. La viande salée, le poisson salé, les légumes en saumure. Le sel était le seul conservateur efficace disponible à grande échelle. La viande salée se dégradait quand même. Et quand elle se dégradait, on la mangeait quand même. Parce que l'alternative, c'était la faim. Voici ce qui me fascine le plus. Le seigle, base du pain en France médiévale, était régulièrement contaminé par l'ergot, un champignon parasite qui se développe dans les conditions humides et froides, précisément les conditions d'un grenier à grains mal ventilé. L'ergot contient des alcaloïdes proches du LSD. Ses effets, hallucinations terrifiantes, convulsions, gangrène des extrémités. On appelait ça le feu de Saint-Antoine. Des villages entiers sombraient dans la folie collective sans comprendre pourquoi. Les médecins diagnostiquaient une punition divine. La vraie cause était dans le pain du matin. Nos supermarchés, nos chaînes du froid, nos normes sanitaires. Nous avons résolu en un siècle ce que les châteaux n'ont pas pu résoudre en 600 ans. Neuss était invisible,
Il était dans l'obscurité elle-même. À partir de 16 heures en janvier, un château médiéval plongeait dans le noir complet. Les bougies de suif, fabriquées à partir de graisse animale, étaient coûteuses, malodorantes et ne duraient que quelques heures. Une famille noble dépensait l'équivalent de 500 € modernes par mois uniquement pour s'éclairer. Les domestiques travaillaient et dormaient dans une obscurité quasi totale. Le résultat psychologique était profond. Des mois entiers. Levé à 7 heures, couché à 8 heures. Aucune lecture le soir, aucune activité dans les ailes sombres. Une monotonie que nous ne pouvons plus imaginer, nous qui vivons sous des lumières artificielles permanentes. Voici ce qui me fascine le plus. La carence en vitamine D, produite par l'exposition au soleil, était endémique dans les populations du Nord médiéval. Les os se ramollissaient, les enfants développaient le rachitisme, les adultes souffraient de fatigue chronique, d'humeur sombre, de défenses immunitaires affaiblies. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la physique solaire, appliquée à des corps humains privés de lumière pendant 6 mois par an. Arrêtons-nous un moment pour être honnêtes sur ce que tout cela signifiait vraiment. Ces 5 réalités, le froid, l'hygiène, la vermine, l'alimentation, l'obscurité, ne touchaient pas tout le monde de la même façon. Et c'est là que l'histoire devient véritablement sombre. L'espérance de vie à la naissance dans la France médiévale tournait autour de 30 à 35 ans. Mais cette moyenne cachait une réalité brutale. C'est la mortalité infantile qui tirait les chiffres vers le bas. Entre novembre et mars, 40 à 50% des nouveau-nés mouraient. Un enfant sur 2 n'atteignait pas ses 5 ans. Les techniques de survie que nous venons de décrire, les cheminées, les tapisseries, les lits à baldaquin, n'étaient accessibles qu'aux nobles. Les domestiques dormaient au sol. Les paysans des villages voisins n'avaient ni tapisserie, ni réserve suffisante, ni médecin. En 1315, la grande famine frappe la France, la Belgique, l'Allemagne. 2 à 3 années de récolte catastrophiques, avec une lente reprise qui s'étira jusqu'en 1322. Entre 10 et 25% de la population meurt. Dans les châteaux, les rations des domestiques étaient réduites en premier, l'hiver de 1709, le plus froid du petit âge glaciaire. Paris descendait à des températures inférieures à -15 degrés pendant près de 11 jours. À Versailles, 83 personnes meurent de froid. 0 noble, 83 domestiques. Votre statut à la naissance déterminait littéralement si vous verriez le printemps. Ce n'était pas une métaphore, c'était de l'arithmétique sociale. Alors pourquoi tout cela importait-il aujourd'hui? Parce que des architectes et ingénieurs européens étudient activement les principes thermiques des châteaux médiévaux depuis la crise énergétique de 2022. Non par nostalgie, par nécessité. La masse thermique de la pierre, cette propriété que nous avons décrite comme un ennemi, est aujourd'hui reconnue comme l'un des systèmes de régulation thermique passive les plus efficaces jamais construits. Des maisons modernes en Allemagne et en Suisse intègrent des murs épais précisément pour réduire leur consommation de chauffage. Les principes des tapisseries médiévales, des couches d'air emprisonnées créant une isolation, sont copiés dans les rideaux thermiques vendus aujourd'hui pour réduire les factures d'énergie. Le paradoxe le plus profond est celui-ci. Nous avons cru pendant 200 ans au progrès linéaire, à l'idée que chaque génération surpasse automatiquement la précédente. Pourtant, une cheminée construite en 1300 fonctionne encore aujourd'hui. La chaudière installée en 2010 est peut-être déjà en panne. Voici ce que les châteaux nous enseignent vraiment. Ces hommes et ces femmes ne luttaient pas contre leur environnement. Ils le comprenaient, intimement, génération après génération, par observation et par nécessité. Leur sophistication n'était pas dans la complexité de leurs outils, elle était dans la profondeur de leur compréhension des lois naturelles. Nous avons échangé cette compréhension contre du confort. Nous avons externalisé notre résilience à des machines qui coûtent cher et tombent en panne. Ce n'est pas du progrès, c'est un choix. Et comme tout choix, il a un coût. Ces hommes et ces femmes survécurent beaucoup de l'Évé Crisson, siècle après siècle, non par choix, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Nous en avons une. Et c'est peut-être là la différence la plus importante entre eux et nous. Si cette exploration de la vraie vie dans les châteaux vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo dévoile le secret le plus sombre du château d'If.
cette forteresse au large de Marseille qui a inspiré Alexandre Dumas pour le Comte de Monte Cristo. Mais l'histoire réelle est bien plus tragique que le roman. Et n'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez. Je lis tout. D'ici là, appréciez votre thermostat. À bientôt!